Voter, c'est soutenir la République qui vous a servi? Bonjour mes grands frères et mes petites sœurs. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour le nombre de vues sous nos vidéos. Aujourd'hui, nous approchons de l'élection présidentielle et je pense qu'il serait utile, pour tout à chacun, de savoir pourquoi voter ou pas dans cette République dite française. Avant de voter, vous devez faire une analyse critique de la Constitution de la Ve République, car nous sommes gravement manipulés par une oligarchie collectiviste qui cette dernière puise ses méthodes d'asservissement des masses dans la cabale devenue républicaine par sa sacralisation effectuée par une communauté malveillante et tribaliste notamment. Une société structurée définit des règles de fonctionnement que chacun doit respecter. Ces règles sont écrites pour pouvoir servir de référence. La nature de ces règles et leur mode d'application définit le régime politique de la société. Dans la société, dite démocratique, que nous vivons, le texte de référence contenant ces règles est la Constitution. C'est donc le communautaire, kabbaliste, Laurent Fabius, qui détient les règles de la République dite française, puisque ce personnage qui est aussi tribalisme à l'occasion, est bien le président du Conseil constitutionnel. Lire le texte de la Constitution, le comprendre, l'analyser, le critiquer est un exercice que chacun devrait faire pour comprendre comment nous sommes censés être gouvernés, et surtout pour commencer à comprendre comment nous sommes réellement gouvernés. C'est donc aussi comprendre pourquoi il y a tant d'anomalies, tant d'anormalités dans son application, tant de corruption active et passive, et j'en passe et des meilleures. 1. Une constitution pourquoi? La Constitution est le texte fondateur de la République. Elle définit le principe de la République comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle sert de référence au fonctionnement des différentes institutions. La Constitution définit et met en place le pouvoir législatif, Assemblée nationale et Sénat, le pouvoir exécutif, chef de l'État et gouvernement, et le pouvoir judiciaire, tribunaux. Elle fonde également un Conseil constitutionnel, dont le rôle est de veiller à ce que les institutions, en particulier le pouvoir législatif, fonctionnent en parfaite conformité avec la Constitution. La première Constitution française est née en septembre 1791 avec la Révolution. Votée par l'Assemblée nationale constituante, elle installe la monarchie constitutionnelle. Son préambule contient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette fameuse Déclaration des droits de l'homme, avec son triangle et l'œil maçonnique très bien représenté ici, elle semble être inscrite dans les cieux des ignorants, pour l'éternité. Reste à nous demander si cette déclaration écrite par des francs-maçons en 1791 pourra tenir encore 1000 ans. La Constitution a été amendée de nombreuses fois depuis. Sa version de 1958 a donné naissance à la Ve République, dans laquelle nous nous baignons actuellement, avec délectation pour certains et dégoût pour la majorité des résistants bien compris. Venons-en maintenant à l'examen de la Constitution elle-même. 2. Critique de la Constitution. Première chose à savoir, contrairement aux idées reçues, toutes propagées par les médias de propagande, et surtout par l'école de la République notamment qui sert uniquement aussi à la propagande républicaine, la Révolution de 1791 n'a pas donné le droit de vote au peuple, mais seulement à une fraction riche de la population, la fraction imposable au sens « pour être éligible il faut être encore plus riche ». D'ailleurs depuis 1791 rien n'a changé, car pour être élu président de la République à notre époque actuelle, il faut au minimum 30 à 45 millions d'euros, et dire qu'il y a encore des gens qui votent, en croyant qu'un personnage du petit peuple pourrait les représenter. Croire à la petite souris serait bien plus constructif dans le fond. En 1791, le droit de vote, appelé suffrage censitaire, est restreint aux seuls citoyens actifs, les hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct, le cens. Ces citoyens actifs ne représentent qu'une fraction faible de la population, c'était donc l'aristocratie qui votait, et non le peuple. Les autres, la très grande majorité, les citoyens passifs, ne peuvent pas participer aux élections. Évidemment cela vient contredire ceux qui pensaient que la Révolution dite française avait été organisée par le peuple et pour le peuple. L'historien sérieux et honnête a parfaitement compris que la Révolution française a bien été organisée par des riches marchands bien trop souvent hors sol, financés par des usuriers aussi hors sol, avec l'appui d'une doctrine kabbaliste et donc mortifère, venant de l'étranger pour l'essentiel. Cette doctrine kabbaliste est toujours en action en France au moment où je vous parle. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce que Fabius valide comme abjection liberticide contre le peuple de France en ce moment même. Article 1, L, c'est-à-dire Constitution, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Chacun sait que tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi.
chacun peut constater tous les jours qu'il y a des riches et des pauvres, que certains ont des droits que d'autres n'ont pas, et que la morale de Jean de La Fontaine est toujours d'actualité. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment des résistants ont été emprisonnés pour avoir écrit de simples livres, d'avoir juste écrit des commentaires sur les réseaux sociaux. La justice de la République, qui agit au nom du peuple de la dite République, qu'ils disent pour se dédouaner, lâches qu'ils sont tous, les a embastillés juste pour cela. Article 2. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour l'application de ce principe, on peut se poser les questions. Où est le gouvernement par le peuple? Le seul moment où le citoyen pense avoir une parcelle de pouvoir, c'est en mettant un bulletin dans l'urne. Dès le jour suivant, il commence à être déçu. Et il le dit, de toute façon ça ne change rien. Où est le gouvernement pour le peuple? Les nantis ont-ils les mêmes droits, et seulement les mêmes droits, que les moins nantis? Dans le domaine de l'éducation? Dans l'accès à la culture? Dans l'accès à la santé? Dans l'accès à la justice? Dans l'accès au logement? Dans l'accès à la consommation? Article 11. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation au service public qui y concourt. Il en ressort très nettement que l'initiative d'un référendum n'appartient qu'au seul président de la République. En aucun cas il ne peut être d'initiative populaire. Donc les hurluberlus qui pullulent sur le net, qui font croire au peuple rendu naïf par la télévision, que les gros sujets doivent passer par un référendum d'initiative populaire, sont des corneaux, au mieux et au pire des manipulateurs, certainement au service de nos pires ennemis. Ils ne cherchent qu'à nous diviser, par de fausses idées. Il est important d'avoir conscience que, lorsque nous avons élu le président de la République, cela était tacitement inclus dans notre bulletin de vote. Article 12. Le président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est pourtant l'émanation directe du suffrage universel. Le président de la République est donc habilité à balayer d'un revers de main la totalité des seuls représentants du peuple au niveau national, après une simple formalité consistant à consulter le Premier ministre et les présidents des assemblées. Article 27. Tout mandat impératif est nul. Un mandat impératif est un mandat donné à un mandataire comme un député ou un sénateur par exemple, par un mandant, c'est-à-dire un électeur, pour une mission parfaitement définie, et le mandataire doit rendre des comptes à ses mandants. Dans le système représentatif, celui que nous vivons actuellement en France, un député ou un sénateur, une fois élu peut faire ce que bon lui semble et n'a aucun compte à rendre à ses électeurs. Il serait bon que chaque citoyen le sache au moment de mettre son bulletin dans l'urne. On se demande d'ailleurs pourquoi les candidats aux élections continuent à présenter un programme à leurs électeurs, puisqu'ils ne sont aucunement tenus de le respecter. Article 34-1. Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique, sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour, les propositions de résolution, dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité, ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. Donc, le gouvernement ne peut pas être critiqué, et sa responsabilité ne peut être mise en cause. Article 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Le Parlement est donc censé autoriser d'office une déclaration de guerre, qui peut déjà être effective depuis 3 jours, sur laquelle il peut blablater mais pas décider. Drôle de démocratie quand même. Et puis, la cerise sur le gâteau républicain, c'est qu'il n'y a même plus besoin de déclarer la guerre, car depuis Nicolas Sarkozy, qui est un autre président de la République dite française, communautaire et kabbaliste, nous ayant réintroduit dans l'OTAN de force, depuis il faut savoir que n'importe quel pays adhérent à l'OTAN entraîne tous les autres pays automatiquement à faire la guerre avec lui. C'est là que nous pouvons reconnaître que nos ennemis sont très perfides, puisque très peu de gens savent cela. Article 49-1. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme, ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Mais comme le Premier ministre est seulement de passage, ayant bien souvent une double nationalité, en cas de poursuite ultérieure pour différentes raisons, il est soit récompensé de la Légion d'honneur,
ou promus à des postes décoratifs, dans de grosses organisations internationales basées, dans des pays où l'extradition est quasi impossible. Nous pouvons prendre pour exemple l'ancienne ministre de la Santé de la République dite française, une certaine Agnès Buzyn, ancienne belle-fille de Simone Veil, dit l'avorteuse en chef en pyjama, co-responsable d'une tentative de génocide sur la population française, qui ayant partiellement échoué, a été réfugiée en Suisse, avec à la clé un poste important dans une société internationale. Elle fut décorée dernièrement de la Légion d'honneur en catimini, par le président actuel de la France, un certain Emmanuel Macron. Faudra-t-il réserver une place au Panthéon pour Agnès Buzyn, à côté de sa belle-mère, une certaine Simone Veil? Nous pourrions appeler cela un regroupement communautaire en enfer. Article 49-2. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire, et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Article 49-3. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Lorsque l'Assemblée est en désaccord avec le gouvernement, l'Assemblée peut donc théoriquement renverser ce gouvernement. Théoriquement seulement car dans l'histoire de la Ve République cela ne s'est produit qu'une seule fois sur plus de 100 tentatives. Et encore ce renversement a été sans effet, voici les faits. Nous sommes fin septembre 1962. De Gaulle, président de la République, veut organiser un référendum pour que les futures élections du président de la République se déroulent désormais au suffrage universel direct et non plus via un collège de grands électeurs, comme la Constitution le prévoyait depuis 1958. Les députés se sentant, par cette éventualité, dépossédés de leur pouvoir et de leurs prérogatives utilisent l'article 49.2 pour censurer le gouvernement Pompidou en poste depuis 6 mois seulement et obtiennent facilement la majorité requise. Pompidou démissionne donc, comme le prévoit la Constitution. Mais de Gaulle fait à son tour usage de l'article 12 de la Constitution et dissout l'Assemblée. Il convoque de nouvelles élections législatives, qui se concluent par une large victoire gaulliste. C'est le retour à la case départ. De Gaulle renomme Pompidou Premier ministre. Ayant récupéré les mains libres, il organise le référendum dès octobre, et le oui l'emporte à 62%. 3. Moralité et conclusion. La Constitution, malgré l'apparente solidité de sa construction, permet tout et son contraire, comme on vient de le voir, le renversement du gouvernement et sa restauration telle qu'elle. Étonnant non? En vérité, c'est pas si étonnant que cela, car accumuler autant d'incohérences permet de pervertir les institutions, pour en retirer la substantielle moelle, les Français n'y voyant que du feu, ils votent, comme un seul homme à toutes les élections républicaines. Pauvres Français! En réalité, la Constitution donne à l'Assemblée nationale des pouvoirs qu'elle n'a que sur le papier. Le bulletin de vote, auquel le citoyen croit conférer un pouvoir décisionnaire, n'est en réalité qu'un simple bout de papier vide de tout pouvoir. Puisqu'en effet, c'est le peuple, en principe, qui avait élu l'Assemblée nationale en place en 1962. Les députés, censés représenter le peuple, renversent un gouvernement. Le même gouvernement est remis en place via de nouvelles élections. Un peuple qui remet en place cela même dont il conteste l'action? Il doit y avoir un problème quelque part, non? Force est de constater que l'Assemblée nationale représente ses propres intérêts bien plus que les intérêts du peuple. C'est bien parce que de Gaulle était conscient de cela qu'il pouvait se permettre de dissoudre l'Assemblée sans être désavoué par le peuple. Mais ce qui est bien plus étonnant, c'est que le peuple ayant élu une nouvelle Assemblée, se trouve aussitôt dépossédé de son pouvoir, puisque de Gaulle rétablit Pompidou et son gouvernement. À l'évidence, les électeurs auraient grand intérêt à lire la totalité du contrat et les clauses qui sont tacitement incluses dans leur bulletin de vote, car le pouvoir est décidément ailleurs que dans les urnes. Alors un bon conseil, pour préserver cette République décidément bienfaisandée, jusqu'à l'os, il vous suffira d'aller voter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, sur le vote républicain. Mes grands frères et petites sœurs,
je vous souhaite un très bon week-end, et surtout demain samedi, tous dans la rue, pour arracher notre liberté, à la République dite française.